Nous allons passer à la présentation suivante, qui s'intitule « Modèle d'intégration, le Québec est-il sur la bonne voie? » Madame Marie-Lou Bouchard animera un panel, un groupe, une table de discussion. Elle est enseignante au Cégep en communication où elle enseigne notamment la communication interculturelle. Elle a travaillé comme journaliste en presse écrite et a œuvré en radio en Amérique latine avant de compléter une maîtrise en sciences politiques en Europe, puis d'exercer un mandat en diplomatie. Elle est passionnée par les questions qui touchent la culture, l'identité et les relations interculturelles. Alors, les invités à la table de discussion seront M. Paolo Dantas, animateur et analyste politique, notamment à l'émission Vision de l'actualité à Radio VM, un rendez-vous hebdomadaire qui offre une lecture des enjeux de société, un analyste politique pour TVRS où il met en lumière les dynamiques à l'œuvre dans la politique municipale, provinciale et fédérale. Il est auteur aussi de l'essai « Comment perdre une élection avant qu'elle commence ». Monsieur Ange-Claude Bigili-Mana, homme politique, ingénieur et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il est également un homme politique québécois engagé dans la communauté. Il s'implique dans différentes organisations communautaires ou institutionnelles, dont l'OIQ, le réseau ETS, le conseil d'établissement. De plus, il possède une PME, sa mission, l'humain d'abord. Et en terminant, Mme Janine Hage, elle est entrepreneure et fondatrice de plusieurs entreprises en haute technologie actives dans l'écosystème des startups à Montréal, attachée à la pensée critique et au dialogue ouvert. Elle intervient régulièrement sur les enjeux de société, le leadership féminin et l'entrepreneuriat. Elle a été nommée à 2 reprises femme d'influence par le RBC Canadian Women Entrepreneurs Award et est reconnue entrepreneur de petites entreprises par le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Accueillons notre table de discussion, table ronde. Bonjour, bonjour. Donc, bonjour, Paolo. Bonjour. Vous êtes au Québec depuis 17 ans, originaire du Brésil. Bonjour, Jeanne. Vous êtes originaire du Liban, au Québec depuis 26 ans, au Canada depuis 36 ans. Et bonjour, Ange-Claude. Vous êtes d'origine rwandaise, au Québec depuis 22 ans. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu de la table ronde. On va y aller avec une première question. Donc, avec tous vos parcours riches et migratoires, qu'est-ce qui vous a amené exactement à vous intéresser à la question de l'intégration et principalement au modèle d'intégration? Est-ce que ça fonctionne, mon micro? Oui. Donc, bonjour. En fait, ce qui m'a poussée à m'intéresser aux enjeux sociaux, je viens du monde des affaires, mais j'ai en fait 2 points qui m'ont motivée à venir puis parler de modèle d'intégration, puis d'en parler aussi sur les réseaux sociaux. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, dans la mise en place de ce modèle-là, il y a beaucoup de lacunes. Puis ces lacunes créent des tensions sociales, puis on peut pas les ignorer, on peut pas faire l'autruche et les ignorer. Donc peut-être c'est un défaut professionnel ou que j'ai, c'est que une idée peut être très bonne sur papier. Donc le DI par exemple, le multiculturalisme, ou tous ces slogans puis ces étiquettes qu'on voit passer, mais le succès, ce n'est pas dans une bonne idée, le succès, c'est dans la mise en place de cette idée-là, donc c'est dans l'exécution. Donc moi, dans mon domaine d'affaires, une idée peut être très bonne, mais si on échoue, puis on se plante dans l'exécution, ben on s'est planté, puis c'est un échec, même si l'idée était géniale. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein d'idées qui circulent, mais dans l'exécution, on a un problème. Dans la mise en place, il y a des problèmes. Donc ça, c'est la première motivation. La deuxième, c'est le fait qu'il y a une censure aujourd'hui dans notre société. Donc, toute personne qui lève la main puis qui dit « je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre modèle d'intégration, c'est dans notre modèle d'immigration », il y a tout un confetti d'étiquettes colorées qu'on commence à coller sur cette personne-là, nazie, là, on rentre dans une approche de censure qui m'inquiète en fait par rapport à notre démocratie. Donc là, vous parlez du modèle québécois finalement. Vous trouvez que peut-être que ça dérape?
Oui, puis canadien aussi, parce qu'aujourd'hui, le modèle québécois n'est pas, il est un peu distinct du modèle canadien, mais le Québec est toujours attaché au Canada, donc son destin est toujours attaché au Canada au complet. Donc on peut pas juste le prendre. Oui, je sais qu'il y a une politique d'immigration assez distincte, mais il est encore attaché au Canada. Et donc ce qui se passe au Canada a une grande influence aussi de. Aujourd'hui, quelqu'un peut immigrer en Ontario, en Alberta, il peut juste louer une voiture puis venir puis habiter à Montréal, puis c'est même s'il n'a pas émigré au Québec, là, il peut rentrer au Québec, s'il rentre partout. Donc, on est, veut pas, on est toujours, notre destin est toujours attaché à ce qui se passe aussi dans la nation, puis dans l'environnement plus macro. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une tension sociale. Et puis, si on ne l'adresse pas, on va se retrouver avec un abcès. C'est quoi cette tension sociale si on n'ouvre pas le dialogue, si on n'ouvre pas le débat, si on n'est pas courageux, si on nomme pas les choses, on ne donne pas le vrai nom aux choses, de façon saine et constructive, on va se ramasser, au lieu de débattre, on va se ramasser à nous battre dans la rue. Donc, on ne veut pas basculer vers ce côté-là. Donc, la raison pour laquelle, sur les réseaux sociaux, comme partout, je suis à visage découvert, donc j'ai ma photo, mon nom, je ne me cache pas derrière un avatar ou un autre usager qui n'est pas le mien. Je suis très, très transparente et je sais que j'ai des idées qui ne sont pas du mainstream, qui ne sont pas dans le discours dominant, puis je prends le risque mais je suis vraiment convaincue que c'est le dialogue et le débat qui va nous éviter de tomber dans les extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite. Très bien, merci. Paolo, vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au modèle d'intégration ou au processus d'intégration? D'abord, je voulais vous remercier la CUR pour cet événement. Je trouve que c'est très important. Muriel, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je trouve intéressant parce que le modèle d'immigration au Québec, la façon qu'il était fait, puis la façon qu'il était attaché au modèle fédéral, il comprit plusieurs problèmes. Dans le fond, quand le gouvernement il pense aux immigrants, il pense d'abord dans un côté chiffre. Puis les gens, quand ils arrivent ici, les immigrants surtout, je pense qu'il faut d'abord penser qu'il existe un centre de gravité culturelle au Québec. Je m'explique parce que quand l'immigrant il arrive, c'est beaucoup plus difficile de comprendre tous les enjeux qui viennent derrière l'histoire du Québec. C'est une nation avec beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qu'ils ont vécues. Mais quand l'immigrant arrive, comme c'était mon cas, ils vont dire, écoute, il faut que tu fasses la francisation, il faut que tu... Mais attends, j'ai besoin de subventionner ma famille, j'ai besoin de me trouver un travail. Je ne suis pas encore prêt à comprendre tout ce qui se passe. Et puis c'est là que je trouve qu'il y a un manque de cohésion pour les migrants. Parce que quand je suis arrivé, il y avait quelqu'un qui est de mon début qui m'a dit, écoute, tu aimes beaucoup lire, je vais te recommander un livre très intéressant que j'ai acheté, puis j'ai jusqu'à aujourd'hui chez moi, qui s'appelle l'histoire du Québec en 30 secondes. Donc, tu es capable de passer au travers de l'histoire du Québec. Donc, quand tu comprends c'est quoi l'histoire des rapports Durand, c'était quoi la Révolution tranquille, c'était quoi les premiers référendums. Donc, quand tu comprends tout ça, en tant qu'immigrant, ça te permet de comprendre la société aujourd'hui et passer au travers de certaines choses. Donc, quand je voyais ça, puis je voyais les gouvernements qui, d'un côté, poussaient davantage au niveau économique, chiffres, vas-y, mais quand ils commencent à avoir des problèmes parce que c'est sûr que quand l'immigrant commence à avoir une certaine difficulté de se trouver dans la société, il va se poser des questions, mais le gouvernement n'est jamais là parce qu'il considère souvent que tu arrives ici, tu paies tes impôts et tu vis ta vie, on est déjà invité, mais je pense que ça manque cette nuance d'être capable de faire que les migrants connaissent davantage tout ce que c'est la nation québécoise. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis intéressé vraiment au niveau d'adaptation parce qu'en tant qu'immigrant, on voit des gens qui ont réussi, mais je vois aussi des immigrants que je connais qui vont toujours sortir la vieille excuse de dire « Ah, mais les Québécois sont ci, sont ça », mais je pose toujours la même question. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait vous-même pour s'intégrer, pour aider? Puis c'est là que je trouve qu'on a besoin beaucoup de travail à faire, donc dans l'organisme comme la CUR, puis des rencontres comme ça, qu'on est capable de parler de ces sujets-là. Très bien, merci. Puis Ange-Claude, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions-là? En fait, d'abord parce que je suis immigrant.
Bonjour tout le monde, en fait bonsoir. Je suis très content d'être là et ce que mes collègues ici viennent de dire, je pense que j'approuve à 100% certaines, sans tomber par contre dans ce que Mme Janine est en train de dire. Je ne pense pas qu'au Québec, on est en train de basculer totalement. Donc, oui, il y a un début qu'il faut faire attention, d'où nous sommes là d'ailleurs pour pouvoir calmer le jeu. Mais en fait, il faut éviter tout ce qui est polarisant. Il faut éviter tout ce qui est de ce discours que les autres viennent de dire, de penser que l'immigrant à la base, c'est un envahisseur. Je ne me considère pas comme un envahisseur. Au contraire, je pense que le modèle réussi de l'intégration doit d'abord passer par le travail. Comme Paolo le disait, une fois qu'un immigrant travaille, il va apprendre la langue, il va nourrir sa famille, mais aussi il va contribuer. Et d'ailleurs, les gens, ils savent très peu, ça fait quelques années que je suis dans la politique active au Québec, et je me suis rendu compte que la plupart de nos politiciens ne connaissent rien de l'immigration, bien qu'ils en parlent. On peut en nommer, par exemple, M. Roberge, on peut en nommer l'autre député de Trois-Rivières, que j'aime pas trop dire son nom pour des raisons qui me sont personnelles. Mais, mais ces gens-là ne connaissent rien de l'immigration et nos politiques, donc la plupart de nos politiciens, ne connaissent rien de la vie sociale québécoise. Je ferais même, à main levée ici parmi nous, je vois qu'il y a quelques têtes grises avec le respect, mais qui écoute le temps d'une paix? Qui sait c'est quoi l'histoire du temps d'une paix? C'est quoi la réalité qui est derrière? Il n'y en a pas beaucoup. Et moi, quand je vais dans les cégeps faire les conférences, etc., je me rends compte que non seulement les enfants d'immigrants ne connaissent pas comment le Québec s'est bâti, comme Paolo le disait, et Janine, mais aussi les enfants québécois purs, comme on aime bien le dire, ne le connaissent pas non plus. Ça va être difficile d'intégrer après. Donc voilà le pourquoi moi je me suis levé aussi pour soutenir entre autres l'association à cœur, etc. De commencer à mettre les bases, de dire hey, revenons à la base, arrêtons de polariser, mais parlons les vrais enjeux. Les vrais enjeux qui sont d'abord les enjeux sociétals, la sauvegarde de la culture, mais qui passent par le travail et l'intégration, parce qu'on n'en fait plus d'enfants, fait qu'on a besoin quand même du monde qui vont s'occuper de nous. Bientôt, je commence à vieillir un peu. Merci. Janine, vous êtes ici depuis très longtemps. Vous avez peut-être vu la société québécoise changer. Vous parlez de l'augmentation des tensions sociales. C'est quoi exactement qui cause ça, d'après vous, cette augmentation-là? En fait, c'est toujours dans ma tête la différence entre la théorie et la pratique. Donc, quand on parle des immigrants, c'est quoi un immigrant? Donc, ça, c'est un chapeau, un panier, un amalgame. C'est le qualificatif d'un immigrant. Donc, puis ça, c'est mes réflexions personnelles. Donc, je ne suis pas analyste politique, je ne suis pas une tête pensante dans notre société. Ça, c'est ma réflexion en tant que citoyenne qui aime le Québec, qui aime son Québec, qui aime le pays, puis en fait, qui aime aussi participer à avoir un monde meilleur pour nous et pour nos enfants. Il y a des immigrants qui viennent, qui veulent une nouvelle vie, parce que ça ne marche pas chez eux. Et donc, c'est très intégré en eux, donc c'est bien intégré que ici, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux économiquement? Est-ce que c'est mieux parce qu'il y avait la guerre, il y a ici la paix? Est-ce que c'est mieux parce qu'il y a une dictature, ici c'est la démocratie? Est-ce que c'est mieux parce que... Mais c'est mieux. Donc, c'est déjà intégré que moi, je viens ici pour avoir une meilleure vie. Donc, c'est une amélioration de ma vie précédente. Ça, c'est un immigrant qu'on n'a pas besoin vraiment de travailler trop sur son intégration. Oui, il faut l'intégrer, il faut l'aimer, il faut lui donner de l'amour, mais lui, il va se débrouiller là. Il est déjà dans cet état d'esprit. Il y en a qui viennent, qui sont plus... Ils ont le qualificatif d'immigrant, mais peut-être qu'on devrait donner un autre qualificatif, trouver un autre qualificatif, parce qu'eux, ils viennent, ils disent, ici le système de santé est gratuit, ici le système d'éducation est gratuit, je peux venir au Canada, profiter et retourner chez moi après. Donc, ça, si on prend le même programme d'intégration du premier groupe, puis on l'applique au deuxième groupe, c'est comme si deux personnes qui se rencontrent, une veut le mariage, l'autre veut un one night stand. L'autre, il est dans sa liste de mariage, puis dans sa liste d'invités, puis le lendemain matin, l'autre est déjà parti, là. Donc, il faut se trouver un peu un programme qui en fait, correspond à ça. Puis, il y a un troisième qui est malheureusement,
peut-être une très petite minorité, mais cette minorité tend peut-être d'être un peu trop bruyante avec des haut-parleurs et tout, qui lui, il vient au Québec, au Canada, et dit, je renverse l'État, je renverse les lois, je remplace et je domine. Lui, par exemple, son programme d'intégration est très simple. Ça dépend de quelle partie de son corps il veut. S'il veut entraîner les muscles du haut du corps ou les muscles du bas du corps, on lui offre un canot ou un pédalo. Puis on lui demande de partir. Ça, c'est un modèle. Ça, c'est parce que ce n'est pas le même programme d'intégration qui s'applique. Donc, donc aujourd'hui, c'est le qualificatif d'immigrant. Je pense que, puis on manque dans notre société, on manque le courage de nommer les choses comme elles sont. Puis je ne dis pas que tous les immigrants sont là pour être des envahisseurs ou tous les immigrants sont là pour être des parasites. Pas du tout. Mais il y en a, puis il y en a qui sont très bruyants, puis il y en a qui prennent plein. Puis je pense que c'est là où je vois les tensions sociales, c'est dans cet amalgame de qu'est-ce qui est un immigrant. D'accord. Et beaucoup, si je comprends, dans l'ouverture. On parle beaucoup de l'ouverture de la société d'accueil, mais effectivement, l'ouverture chez les immigrants peut être différente d'un immigrant à l'autre, parmi les catégories d'immigrants. C'est réciproque, c'est mutuel. On ne peut pas sauver, on peut pas créer une nation ou un programme d'intégration juste avec un côté. Il nous faut deux côtés. Les deux côtés pour réussir, mais un côté peut faire échouer le jeu. Comme la danse de la valse. On ne peut pas danser tout seul. Donc, la question de la réciprocité, comme on a dans la loi 84 que le gouvernement a mis en place en mai 2025, la loi sur l'intégration à la nation québécoise, il parle dedans des principes clés. Ben, je vais vous entendre réagir, je vois que ça vous fait réagir. Je vais juste rappeler les principes clés. Donc, il y avait la réciprocité où l'intégration est considérée comme un objectif commun entre l'État québécois et toutes les personnes vivant sur son territoire, y compris les immigrants et les minorités culturelles. Il y a la question de la culture commune à mettre de l'avant, dont la langue française et certains principes là, comme l'égalité des sexes, laïcité de l'État et respect des institutions québécoises. Et le gouvernement mettait de l'avant aussi l'engagement des nouveaux arrivants, donc mettait de l'avant l'importance d'un contrat social. Donc vous, ça vous fait réagir, Ange-Claude. Pourquoi, dites-moi? Je ne voulais pas nommer le nom de ce député de Trois-Rivières. En fait, ça a commencé par là, hein, pendant la pandémie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2022, il y a eu une polémique où on a dit que la plupart des immigrants, 80% des immigrants étaient à Montréal, puis ils étaient sur le bien-être social. Ah, mais quel con! Mais là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a quelque chose. Je suis allé dans un, je pense que vous connaissez le village qui s'appelle Sainte-Françoise, dans le coin de tout ce qui est, voyons là où ils font les usines à batterie, là, non, vers Québec, ça va me revenir. C'est pas Port-Neuf, mais pas loin. Bécancour, merci, Bécancour. Fait que là, je suis arrivé au village, je fais une conférence, puis à un moment donné, les gens viennent et me disent « Ah, mais t'es bien différent. Ah, t'es ingénieur, tu travailles, tu fais ceci. On m'a dit que tous les immigrants étaient tous sur le bien-être social, c'est nous qui les nourrissions. » Je dis, ouais, je sais, j'ai lu la même chose que vous. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est pas vrai. Et ça me fait réagir. Là, on arrive, au lieu de corriger cette lacune, d'abord, la bourde qui a été semée n'a jamais été arrêtée. Et deuxièmement, on arrive avec la loi 84. La loi 84 qui est très beau sur papier, mais qui ne dit rien. Parce qu'en réalité, intégrer les gens sur la culture commune, ben, j'espère que si tu vis au Québec, là, tu n'as même pas besoin de passer par une culture commune. Ça doit être quelque chose que tu dois embrasser immédiatement. C'est la culture commune. Et comme disait Mme Janine, mais si ça ne marche pas, mais moi je te dirais même, mais débarque pas de l'aéroport. Ben retourne, l'avion là, il est encore chargé, il y a un autre avion qui retourne-en. Et l'autre chose qui m'inquiète avec cette loi-là, c'est que ça va venir aider certains groupuscules de ces immigrants-là, de troisième catégorie, qui ne veulent pas s'intégrer, mais qui bientôt, en fait, vont créer la vraie connerie qu'on a déjà vécue dans le passé. Parce qu'on ne se le nie pas, ça a déjà existé, la domination des races versus les autres. Mais moi, je crains ça, qu'à l'avenir, ça risque d'arriver parce que moi, je ne me vois pas comme blanc de souche qui ça fait des générations de gens au Québec, ou noir, parce qu'il y a aussi des noirs qui sont là depuis plus de 600 ans ici.
venir te faire dire, et en passant, mais tout le monde te mange la laine sous le dos. Il n'y a personne, aucun endroit au monde qui va l'accepter. Et ces groupes-là, eux, ils en profitent de cette brèche-là pour créer quelque chose, une tension sociale. Et nos dirigeants, dont les ministres Robert et autres, qui émettent les lois 84, viennent faire croire qu'en fait, en réalité, mais c'est vrai, alors que ce n'est pas vrai. Parlons des prières de rue qui ont eu lieu récemment ici à Montréal. Il y avait la loi municipale pour l'interdire. On n'avait pas besoin d'aller à Québec pour venir avec une nouvelle loi. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a les choses qu'on ne met plus en place à cause du manque du courage. Et on met les lois sur les lois. En fait, ça finit que c'est du spaghetti qui ne se gouverne plus parce que la loi contredit l'autre. Et c'est dangereux. Et les minorités, comme on aime bien le dire, certaines vont en profiter, mais d'autres vont en payer le grand prix bientôt. Et c'est malheureux. Et Paolo, vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est de la poudre aux yeux, cette initiative, ou bien les initiatives politiques qui sont prises pour favoriser l'intégration? Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact réel ou... Parce que, dans le fond, une société qui veut accueillir quelqu'un, mais qui n'est pas capable d'adéquatement recevoir ces gens, ils vont fabriquer des frustrations des deux côtés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je trouve très importante, puis c'est mon avis, je pense qu'il faut qu'on revienne à la base. Parce qu'on écoute beaucoup les politiciens dire « l'immigrant, c'est une richesse ». Moi, j'ai des bémols sur ça parce que être immigrant, c'est un statut, point à la ligne. Ce n'est pas une richesse, c'est comme un investissement. Tu vas acheter quelque chose, tu vas acheter un actif, mais c'est l'effet que ça va être une richesse ou non, c'est l'avenir, si tu as bien fait tes choix. Mais pour que cet investissement devienne une richesse, il faut qu'elle donne des résultats. Parce que quand les gens disent « Oh, chaque immigrant, c'est une richesse », on commence à baliser les débats de façon politique qu'on ne peut pas juger. Puis c'est là que ça rentre l'inconfort. Des gens disent « Oui, mais il y a des immigrants qui viennent ici pour profiter. Il y a des immigrants, des réfugiés qui ne sont pas vraiment des vrais réfugiés. » Mais à cause que dans la collectivité du monde ressortent ces mots que l'immigration c'est une richesse, les gens ont peur de se positionner. Puis c'est pas vrai. Il y a des immigrants, oui, qui vont être une richesse, mais pour que cet immigrant-là soit une richesse, c'est l'avenir qui va dire comment cette personne a contribué au Québec, qu'est-ce que cette personne a fait, qu'est-ce que cette personne a rajouté des valeurs à la société, parce que c'est pas parce qu'il est un immigrant qu'automatiquement, parce que les gens disent oui, puis je pose la question, c'est quoi une richesse pour vous? Ouais, mais la nourriture. Mais donc, je dis, mais s'il y a un Québécois qui part du Brésil, qui apprend beaucoup sur la culture brésilienne, qui vient ici, il bâtit un restaurant des nourritures brésiliennes, est-ce qu'il est une richesse pareille? Il est un Québécois pareil. Donc, les politiciens, des fois, ils vont utiliser certains mots, certaines techniques pour profiter, puis les immigrants, souvent, plus qu'autrement, on voit dans les débats politiques, comme disait tantôt mon ami Ange, c'était M. Boulet qui disait ça, je me rappelle que c'était de l'imaginaire collectif. Il disait, c'était un débat, il faut mettre en contexte, lui, à l'époque, c'était le ministre de l'immigration. Donc, c'est quelqu'un qui, chaque matin, il reçoit un tableau de bord. Il sait il est supposé de connaître son ministère, mais il a annoncé dans un débat, les immigrants, 80% restent à Montréal, parlent pas français, puis ils ne travaillent pas. Puis après, il était obligé mais en tout cas, quand un ministre de l'immigration qui sort ces genres de mots, c'est pour ça qu'on voit souvent les débats déraper au niveau de l'immigration, parce que les personnes sont de plus en plus peur de parler, parce qu'il faut revenir à la base. Tu es un immigrant, oui, mais oublie pas, tu as été invité, tu n'es pas obligé de rester. Et tandis que tu as été arrivé ici, il faut que tu fasses ta part, parce que, juste pour finir, l'immigration, là, pour donner une image, c'est comme un pont. Imaginons un pont. Les ponts, ils commencent à se construire des deux côtés. Donc, d'un côté, il faut que l'immigrant il remplisse aussi un certain nombre de choses pour contribuer. Puis de l'autre côté, la société qui dit que si tu veux s'intégrer, voici les facteurs, les outils qui vous puissent s'intégrer. Puis à un moment donné, quand ces deux gens vont s'encontrer, c'est là que ça va avoir un résultat positif. Ça se peut que la personne, à un moment donné, elle va dire « Ah non, mais ça c'est pas pour moi. » C'est bien correct, mais il faut que vous respectez quand même les socles, la base, l'histoire qui existait avant qu'il t'arrive. Ce n'est pas vous puis vos façons de penser, parce que sinon, on n'est pas capable d'intégrer comme il faut, et on se fie au multiculturalisme, peut-être on va parler tantôt du Canadien, on va arriver à quoi? On va arriver au ghetto.
Parce que les gens vont dire, c'est mieux de rester dans mon ghetto avec mes amis que m'intégrer. Donc, c'est là, je trouve que c'est très, c'est pas vraiment sain pour la société. C'est plus confortable de ne pas se retrouver en choc culturel, évidemment. Hein, c'est plus facile. Donc, j'entends que le respect mutuel est très important. Ça semble assez consensuel pour vous trois. Vous avez un peu évoqué certains points, Ange-Claude. On a commencé à parler du taux d'immigration au Québec, hein, quelque chose qui était un sujet assez tabou parce que je sais qu'en France, on en parlait beaucoup, sans gêne. En Europe, en général, le taux d'immigration, ça faisait partie des débats publics. Ici, les gens n'osaient pas de peur de se faire taxer de xénophobe. Mais bon, dernièrement, on en a entendu parler beaucoup. Il y a eu des dérapes. Vous avez mentionné le ministre en question, là, dont vous ne voulez pas nommer le nom. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la politique d'immigration actuelle? Puis là, je ne sais pas qui veut parler en premier. Est-ce que la politique québécoise et canadienne, est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce que vous croyez que le taux d'immigration est adéquat présentement? Est-ce que le problème, il est là ou il est ailleurs, d'après vous? Mais si mes collègues me permettent, je vais prendre un petit moment pour commencer. Mais en fait, on avait une bonne politique d'immigration au Canada et au Québec avant qu'on commence à tout diluer, à rentrer dans cette façon de... En fait, toutes les extrêmes, je pense que c'est M. Courtois qui disait tantôt, et puis une intervenante qui posait la question, il faut éviter les extrêmes. Okay? Toute extrême, qu'elle soit à gauche ou à droite, elle est dangereuse. Vous avez vu récemment le cas qui s'est passé, je contourne un peu votre question pour y arriver, vous avez vu le cas qui s'est passé à Repentigny où les jeunes ont tabassé, en fait il y a une altercation avec un surveillant. Mais quand tu écoutais les nouvelles ou lisais les commentaires des gens, les politiciens surtout, dont le parti où j'étais, où je ne suis plus, on disait « Ah mais les immigrants, on les intègre mal ». Mais ces enfants-là, ils ne sont pas des enfants. Je pense que c'est Muriel qui avait écrit que ce n'est pas des enfants, c'est pas des immigrants. C'est des enfants qui sont nés ici, oui, qui n'ont peut-être pas la couleur blanche, mais c'est quand même des enfants qui sont nés à Repentigny. Donc, commencer à dire les immigrants se sont mal intégrés. Non, commence à régler la question de délinquance dans la jeunesse, mais viens pas polariser le débat. Donc, c'est cette polarisation qui finit par faire mal, où je trouve qu'après ça, on va basculer. J'écoutais mon ami PSPP commencer à dire que ça nous prend tant de chiffres, et les autres aussi, ça nous prend tant de chiffres. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question, de savoir c'est quoi les catégories d'immigrants qu'on accueille. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans les entreprises, c'est souvent les entreprises qui en demandent. Ils disent, nous, on n'a plus de main-d'œuvre. Et Monsieur Courtois, je vois, me regarder, moi, j'aime ça peut-être soulever des questions. Sommes-nous encore à un autre type d'esclavagisme moderne où on va plutôt dire on a tellement besoin de travailleurs, on va les faire venir, mais une fois qu'ils arrivent, on commence à faire du bashing là-dessus. Et c'est très dangereux parce que les gens qui ne sont pas au fait des choses pensent que ces immigrants sont venus la plupart pour leur propre gré. C'est le PEC. Le PEC, c'est la CAQ qui l'a mis en place, pour ne que citer le gouvernement. Mais pourquoi du jour au lendemain, ils viennent nous dire on a tellement accueilli d'immigrants, mais ils sont tellement dangereux, puis c'est eux qui créent le manque de logement, c'est eux. Mais tu les as fait venir parce que les gens te l'ont demandé. Je laisse la parole à mes amis. En fait, moi, je vais parler du côté des immigrants. Donc aujourd'hui, le Québec et le Canada. En fait, le premier ministre du Canada, à un moment donné, il a dit « La minute où tu rentres au Canada, tu es Canadien ». C'est bien beau. C'est noble comme idée. Puis c'est vrai que les Canadiens et les Québécois sont très hospitaliers. Ils sont accueillants. Et puis il y a le racisme partout, mais c'est pas un racisme systémique là. Puis c'est pas, je veux dire, on peut vivre bien, donc c'est un peuple accueillant, c'est un peuple hospitalier. L'immigrant, lui, par contre, ça fait 36 ans que je suis au Canada. Je suis née, j'ai grandi au Liban. Il y a beaucoup de Libanais en moi. Oui, je suis québécoisée, oui, je suis canadianisée, mais je suis façonnée par les deux. Le sentiment d'appartenance ne naît pas la minute où on dépose nos valises quelque part. Il y a un cheminement à faire qui prend des années. Puis moi, je parle du point de vue première génération immigrante, première génération. Est-ce que je serai à 100%? Et puis, c'est pas une question d'amour. C'est pas une question que j'aime ou je n'aime pas. C'est une question de sentiment d'appartenance. Je suis entre les deux cultures, je suis entre les deux pays. Donc, et moi-même, je m'accepte comme ça, puis j'ai trouvé mon point d'ancrage, mon point d'équilibre. Mais je trouve, du point de vue premier arrivé, donc première génération, je trouve qu'on n'est pas très juste envers le Québécois de souche, qui lui me regarde aussi comme étant
c'est pas trop québécoise nécessairement, mais il y a du Libanais en moi, que ce soit ma couleur de peau. Mais c'est pas juste la couleur de peau, c'est l'accent. C'est le langage. C'est très important. J'ai jamais réussi parce que je suis arrivée à un âge assez, j'étais pas petite, donc j'ai jamais réussi à avoir l'accent québécois donc à délaisser mon accent. Donc, pourquoi est-ce que c'est correct pour moi de me sentir façonnée par deux cultures, mais c'est pas correct pour le Québécois de se sentir pas nécessairement hiérarchie de droit, dans ce sens qu'il est plus important que moi du point de vue droit humain ou droit civique ou droit légal, mais c'est comme si, moi-même, par exemple, c'est comme si moi, j'ai rencontré un homme au travail, puis je l'aime beaucoup, puis je suis fidèle à lui, je suis loyale à lui, on s'est mariés, mais il n'est pas mon premier amour. Je traîne mon chagrin d'amour. Mon premier amour, je le traîne, puis c'est un chagrin d'amour. Le Québécois de souche, lui, il est marié à son amour de jeunesse. Il ne traîne pas un deuil. Il ne traîne pas un amour de jeunesse. Puis, donc, c'est dans ce sens-là que, des fois, on mélange hiérarchie ou importance ou racisme. C'est pas une question de race. Des fois, c'est juste une question de sentiment d'appartenance. Mhm. Donc, évidemment, le nouvel arrivant vit des chocs culturels, mais pensez-vous que parfois, face à face, la société, les gens issus de la société d'accueil peuvent vivre des chocs culturels avec certaines pratiques? Tout à fait. Il y a un choc culturel. On apprend, puis on a des histoires. En fait, c'est très humiliant ou des fois embarrassant d'apprendre une leçon sur le tas, par exemple, parce que les codes sociaux sont différents, puis les codes sociaux, ça ne s'apprend pas. C'est pas juste la culture, c'est pas juste macro, mais c'est micro dans les codes sociaux non écrits. Puis ça, on les apprend, nous, les immigrants première génération, on les apprend sur le temps en faisant des gaffes. Donc, qui sur le champ sont peut-être embarrassantes, humiliantes, mais c'est avec le recul, on peut en rire. Les modèles d'immigration, il y a un peu, je pense que le problème, c'est que les gens sont pas capables de faire la différence que le Québec, la nation québécoise, elle peut être accueillante sans être désorganisée. Puis qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de l'immigration, que les programmes qui sont là depuis des années, c'est la désorganisation complète, soit au niveau provincial, soit au niveau fédéral. On a vu au niveau fédéral, on ne parle même pas, qu'ils ne sont même pas capables d'imprimer un passeport, mais puis donner un certificat, c'est encore des années. Si on vient au niveau provincial, on a vu M. Jolin Barrette, quand il était ministre de l'immigration, qu'il avait 19 000 dossiers qu'il a décidé juste d'éliminer, puis que les gens commencent à zéro, parce que ce n'est pas comprendre toute la lourdeur psychologique qui vient derrière une demande d'immigration. Quand tu commences à faire ta demande de ton pays d'origine, ta tête est déjà dans les pays que tu vas habiter. Donc, c'est très lourd d'entendre quelqu'un d'arriver et dire on va tout supprimer ça, puis on va commencer à zéro. Mais le point que je pense aussi, c'est que je suis un apôtre de ça, c'est qu'il faut changer la mentalité, cette mentalité multiculturaliste que toutes comment je veux dire, les mots me manquent, mais toutes les origines sont pareilles, qui s'équivaut, puis non, il y a une chose qui est ici à la base, puis je suis encore, à mon avis, que c'est à nous de s'adapter. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis arrivé, je viens du Brésil. Donc, vous savez, le Brésil, pas aujourd'hui, mais on était déjà été les rois du soccer. On était vraiment d'une certaine puissance. Aujourd'hui, c'est pas la vérité, mais ça, c'est un autre sujet. On ne veut pas rentrer là-dedans. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai grandi en jouant au soccer depuis que je suis petit. Mais j'ai dit, ça sera jamais... Et comme tu disais tantôt, Janine, c'est une chose intéressante, qu'il y a des codes. Puis tu ne comprends pas les codes de la société. Ces codes ne sont pas écrits. Mais qui peut te donner ces codes-là? Ce n'était pas les Brésiliens qui habitaient proche de chez moi. Donc moi, je dis, c'est juste qui me donnait ça? Ce sont des gens qui habitent à la place. Donc, j'ai jamais oublié le soccer, mais j'ai mis un peu de côté, puis j'ai dit, je vais essayer de patiner. Bon, je me suis mis à patiner. J'ai dit, bon, je suis allé étudier à HEC, puis il y avait un cours pour des débutants de hockey. J'arrive, tout le monde me regardait, j'étais comme, ben, salut. Puis je savais même pas comment mettre tout l'équipement, puis la première fois, j'ai tombé, puis là, je vous dis que les casques fonctionnent vraiment, la grille, j'ai tombé en pleine face. Mais c'est là que c'était intéressant parce que les gens voyaient mon ouverture puis disaient, mais comment ça se fait que quelqu'un qui est habitué à courir dans les gazons vient jouer ici? Parce que ils sont eux qui m'ont donné des codes ici. Ils sont eux qui m'ont expliqué certaines choses qui
personne pourrait m'expliquer dans un écrit, dans une procédure écrite du gouvernement. Mais donc, c'est pour ça que j'ai dit que ça prend de l'effort. Et les gens que j'ai côtoyés, les Québécois qui étaient là, qui aimaient le hockey, quand ils voyaient mon ouverture, c'était plus facile pour eux parce que moi, je partais du principe que les gens n'avaient pas de contact avec immigrants. Et moi, en tant qu'immigrant, puis chaque immigrant qui sont ici au Québec, ça c'est mon humble avis, on est quand même des ambassadeurs. Parce que chaque Québécois qui vont croiser un immigrant qui a ou l'intérêt pour la langue, qui a eu l'intérêt de s'intégrer, ils vont avoir une perception de l'immigrant différente de ceux qu'on voit des fois dans les nouvelles. Ah, que l'immigrant qui a volé, l'immigrant qui a... Parce qu'ils disent, non, non, je connais un immigrant qui a fait les efforts. Donc, c'est pour ça que je crois que dans les modèles d'immigration aujourd'hui, ça prend trouver une façon, soit légiférée, politique, que les immigrants soient capables d'aller vers l'autre. Parce que les Québécois n'ont pas peur des immigrants. C'est juste qu'ils ne connaissent pas. Puis je reviens souvent à la base quand les gens disent ça, même au Brésil, pour les gens qui connaissent un peu la géographie, qu'il y a beaucoup d'immigration à cause des problèmes en Haïti, des immigrants qui sont allés au Brésil. Puis je pose la question à mes amis, êtes-vous confortable quand les gens commencent à changer la musique? Non, non, mais là. Donc, c'est plus facile quand c'est chez vous, quand c'est chez les autres, parce que chez les autres, tu dis, ah ben là, ils sont en train de... Non, non, mais c'est pas normal. Puis il faut que l'immigrant comprenne ça. Il y a des codes. Tu peux être d'accord ou pas d'accord. Mais encore là, je vais finir que personne, les immigrants qui sont arrivés ici, personne n'a été mis des notes et dit, écoute, désormais, aujourd'hui, tu vas vivre dans une place qui ça fait hiver pendant 6 mois, que ça fait moins 40, qu'il neige, qu'il n'a pas de soleil. Mais c'est ça la vérité. Aujourd'hui, tu sais où tu t'embarques. Donc, il faut que tu fasses ta part. Et pour que tu comprennes ces codes, c'est pas restant chez toi. C'est pas juste en parlant avec tes amis. C'est comme ça. Il faut que tu viennes, il faut que tu vas aux autres, puis que tu vas dans des places qu'il y a des gens qui sont de là-bas. Puis ces gens-là, je peux dire par expérience, qui ont toujours été ouverts à m'aider à m'intégrer aussi. Puis aussi le fait que, juste une seconde, il y a aussi le fait qu'on confond beaucoup de termes. Je pense que le géographe devrait, ou même les sociologues devraient, ou les journalistes qui sont parmi nous, devraient vraiment en parler davantage. On confond l'universalisme, le racialisme, le communautarisme. Tous ces termes-là, on mélange ça, on met ça dans un foutoir et puis ça sort quelque chose de dangereux, mais on ne maîtrise pas les termes, on ne maîtrise pas les codes. Et le meilleur moyen d'intégration, moi je me rappelle quand j'allais aux gens coutus, ma mère me dit, va chercher quelque chose pour... Nous, on appelle ça les tondeuses, pour couper les cheveux. Que j'arrive, je dis, madame, cherche la tondeuse. Mais elle m'a envoyé au Canada intérieur parce que le code, je ne maîtrisais pas. Je ne maîtrisais pas le code. Donc, il faut maîtriser le code. Puis plus tard, je peux vous dire d'autres choses. À un moment donné, j'étais au cégep à Montmorency, que là, je jase avec les gens. Et puis à un moment donné, je dis, vous savez, la chèvre broute, là où elle est attachée. Tout le monde était comme... La chèvre est broute. Mais là, je ne savais pas c'est quoi brouter en québécois. Mais brouter, j'ai su que c'était quelque chose d'autre. Mais on n'ira pas là. Donc... Vous avez parlé, Paolo, et puis peut-être les autres auront quelque chose à dire aussi là-dessus, de l'immigration au Brésil. Est-ce que, c'est quoi les modèles d'immigration dans vos pays d'origine? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mieux faites là-bas ou moins bien faites là-bas? Quels sont les parallèles à faire? Quelles sont les meilleures situations, les meilleurs trucs dans une société ou dans l'autre? Je pense que l'immigration, de façon générale, les années 2000, ça fonctionnait super bien. Parce que les modèles étaient les suivants. Les gens, il y avait des missions dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Il y avait un bureau qui envoyait des gens pour donner des explications. Comme ici, on va parler d'immigration, puis ils faisaient vraiment beaucoup de promotions dans les journaux. Le Québec a besoin des gens. J'arrive comme ici dans un auditorium, puis les gens, je me rappelle, la première chose qui m'a été montrée, la madame, une Québécoise, on était assis, donc vous savez, le Brésil, ça fait juste le soleil, puis le soleil. Il n'y a pas d'hiver, pas de neige. D'où je viens. Mais la première photo que j'ai montrée du Québec, c'était Montréal, milieu février, une petite ruelle, plein de neige, les gens qui essayaient d'enlever la neige, les voitures couvertes, puis tout le monde était comme, elle a dit, voici le Québec. Mais après, elle dit, l'été s'en vient. Mais tout nous a été expliqué et tout le processus était obligé de faire dans son pays d'origine. Donc, on faisait là-bas, on était obligé quand même de faire un dossier de qu'est-ce que tu vas faire là-bas. C'est quoi ton plan A, ton plan B, c'est quoi ton niveau des langues. Puis après que tu envoies tout ça, c'est sûr que tu payes aussi, hein, entre
quelques processus, mais après, il avait une entrevue avec quelqu'un qui s'en allait du Québec au Brésil dans un hôtel, et on avait des journées, des rencontres, puis il y avait des entrevues pour savoir c'est quoi ton plan, parce que les buts, mais le monsieur, je me rappelle, aujourd'hui, monsieur Desjardins, il me disait à l'époque, il dit, je veux pas que tu arrives là-bas, puis tu sois quelqu'un qui va arriver dans la rue, donc il faut que tu saches. Donc, on savait où on s'en allait. C'était super structuré, puis quand tu arrivais ici, tu avais déjà toute une cour de francisation, tu avais des cours, tu avais une personne qui était nommée pour t'appuyer. Donc, c'était super bien structuré à l'époque, puis je ne sais pas pourquoi ils ont commencé à changer. Et je vois aujourd'hui, malheureusement, des gens, parce qu'on sait que à la fin, les gens veulent améliorer leur sort et leur famille. Mais quand tu sais où tu t'en vas et qu'est-ce que tu vas affronter, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a des gens qui partent de certains pays. Je pense que j'apprends ça à personne, mais les gens pensent que les Canada, si vous regardez les Canada, comme le Canada, M. Trudeau, là, c'est beau, là, les unicornes qui flottent, puis tout le monde sont gentils. C'est ça l'image que les gens viennent. Mais quand tu arrives ici, que tu commences à voir les premiers noms au travail, que quelqu'un dit, écoute, qu'est-ce que tu voulais dire? Je n'ai pas compris. Parce que quand tu es immigrant, puis les immigrants vont se reconnaître là-dedans, plus les gens tournent la tête, moins ils ont compris qu'est-ce que tu as dit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu commences à parler, ils font comme ça, tu te dis, hey, Seigneur, ça va. Mais ça, c'est une chose que je pense qu'il fallait retourner un peu dans cette modèle. Merci. On me dit qu'il reste 5 minutes. Donc, Paolo parlait de l'importance de comprendre les codes. Donc, Janine, moi, j'aimerais ça vous entendre sur la recette. Comment on fait pour mieux comprendre les codes? Qu'est-ce que l'État pourrait faire? Qu'est-ce que le Québec pourrait faire pour favoriser le pont, pour favoriser l'intégration, finalement, des nouveaux arrivants? C'est quoi, vous, après 36 ans là, dans le territoire, que vous pensez que serait la recette? Ça commence par la sélection. Nous, quand on est arrivé au Canada il y a 36 ans, c'était pas je pousse la porte, je m'assois, puis j'attends à ce que le Canada et le Québec me servent. C'était pas ça du tout, du tout, du tout. C'était un long processus laborieux pour appliquer. C'était un formulaire de plusieurs pages. Il demandait des détails sur toutes les générations. J'ai su ce que mon grand-père faisait dans sa vie. Moi, il était mort, mon grand-père. Il n'était pas sur l'application de venir au Canada. C'était un long processus laborieux. Les Canadiens se donnaient le droit de dire oui, non, sans nécessairement se justifier. Aujourd'hui, c'est un peu free for all. Donc, ce que le Québec peut faire, c'est vraiment, ou le Canada, c'est vraiment de revoir sa politique d'immigration dès la case du départ. Je pense que c'est là où le bas blesse aujourd'hui. OK. Et vous, Ange-Claude, comment on peut favoriser la compréhension mutuelle à long terme? Mais c'est d'abord maîtriser nous-mêmes notre propre histoire. Parce que je ne vois pas comment on peut enseigner aux autres comment s'intégrer. Moi, je suis passé par un processus qui n'était pas économique, où on est des réfugiés, donc on est venu comme des réfugiés, donc c'est qui est un processus encore à part. Mais quand on est arrivé, tout de suite, on n'avait pas de choix. Il fallait qu'on s'intègre. Il fallait qu'on sache comment parler québécois, même avoir l'accent. Mes soeurs, elles parlent, tu ne sauras même pas que moi, j'ai encore un peu d'accent, là, parce que je suis venu un peu plus grand aussi. Mais mes soeurs, elles parlent, c'est comme Muriel. Là, Muriel a encore un peu d'accent, Mais, mais c'est ça, c'est vraiment de dire, maîtrisons notre histoire et apprenons-la aux autres, parce que si on la maîtrise, si on connaissait c'est quoi le Québec, c'est quoi le Canada réellement, mais les autres n'auront pas le choix de suivre. Mais on est rendu un pays où on est de plus en plus individuel, et puis la COVID n'a pas aidé aux choses. On est rendu très individualiste. Les gens, ils meurent tout seuls dans les appartements. Les vieux, on ne veut plus les appeler les vieux parce que vieillir, c'est un péché, mais ils veulent mourir en s'injectant les substances. Et c'est dangereux. C'est là la polarisation que ça amène, en fait. Tu sais, vieillir, c'est une chance. Moi, ma grand-mère, quand tu l'appelais, en fait, je pense qu'elle avait 40 ans, et puis on l'appelait déjà vieille grand-mère, parce que c'est pour elle, sa mère était morte à 30 ans, tu sais. Fait que c'est revenir à ces codes d'origine, de base, et de dire, d'abord, connaissons notre histoire, respectons-nous les uns les autres, prenons le pouls les uns les autres. S'il y a les gens qui vont encore à la prière, c'est quand même dommage d'aller à l'église aujourd'hui, quand ils disent l'appel du Christ, là, comme dans le temps. Maintenant, tout le monde se regarde. Christ.
il n'y a plus d'harmonie. Tu sais, il y a quelque chose de brisé dans la société. Les gens, on ne peut pas intégrer. On ne peut pas intégrer. Et en plus, le point qu'on n'a pas abordé, faute de temps, mais c'est ce groupuscule des gens qui se définissent étant comme, tu sais, comme récemment dans ma région, ils viennent de faire une communauté qui s'appelle la communauté des Noirs à la Naudière. OK. Mais là, ils reçoivent tellement de subventions de la ville, tellement de... Moi, ça m'offusque, parce que ces gens-là, ils parlent pour qui? Ils ne parlent pas pour vous, visiblement. Certainement pas. En fait, c'est rendu un modèle économique pour ces gens-là. Je pense que c'est vous qui disiez qu'il y a les petits groupes, le troisième groupe que vous citiez, là, c'est ces gens-là. Eux, ils ont compris, ils ont dit, il y a tellement de brèches ici, on va en exploiter, puis ils se font du cash. Ils reçoivent des subventions. Un petit dernier mot, je pense que vous vouliez parler, hein? Non, en Janine? fait, je suis d'accord avec lui aussi. Il n'y a pas une hiérarchie de droit. Et on ne va pas parler s'il y a une culture qui est meilleure que d'autres, mais il y a une hiérarchie de valeurs. Ça, il faut faire attention que ce n'est pas toutes les valeurs qui sont égales. Donc oui, il y a une hiérarchie de valeurs et je pense que on s'intègre mieux si on est aligné dans ces valeurs-là. Merci beaucoup pour la générosité de vos témoignages.